téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette phase de Business Challenge sur notre plateau Grand Angle. Dans ce Grand Angle, nous allons échanger sur les questions liées à la gouvernance. Nous allons parler des marchés publics, nous allons parler de la sacralité des biens publics, mais également de la redevabilité lorsqu'on a une charge publique. Et pour échanger sur ce sujet, nous avons autour de la table différentes institutions qui sont présentes. Nous avons la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la ALSIA, qui est représentée par son vice-président. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Business Challenge. Le secteur privé est également représenté par le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Monsieur le secrétaire général, bonjour et merci d'être venu. Bonjour, monsieur. Nous avons l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, qui est représentée par son directeur de la réglementation et des affaires juridiques. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Et la société civile, nous avons M. Ouada Maman, qui représente l'ANSC, qui est l'antenne nationale de transparence internationale. Vous êtes le président maintenant, Ouada. Monsieur le président de l'ANSC, merci d'être venu pour cet échange. Merci beaucoup. Alors, voilà le décor planté. Je vais ouvrir cet échange très rapidement avec la question de passation de marché. Les marchés publics est un sujet très sensible, en tout cas de l'opinion publique au Niger. Beaucoup de personnes se plaignent que les marchés ne sont pas toujours passés selon les règles de l'art, en respectant les principes des marchés publics. Monsieur le représentant de l'ARM, quand on doit lancer un marché public, quand on doit l'exécuter, quels sont les principes essentiels qu'il faut respecter? Les marchés publics, c'est un sujet central, en ce sens qu'il contribue à mesurer la bonne santé d'une démocratie. C'est un élément central de la bonne gouvernance. Et c'est pourquoi les marchés sont encadrés par beaucoup de réglementation. C'est un domaine très réglementé, vous l'avez certainement remarqué. Et c'est parti même de la loi fondamentale. Vous savez que dans notre constitution, les biens publics sont sacrés, une disposition constitutionnelle. Et donc c'est pour donner toute sa portée à cette disposition qu'il y a toute une réglementation qui encadre la passation, l'exécution des marchés publics. Mais cette réglementation est tourne autour de certains principes. Le principe de l'égalité, l'égalité de traitement, qui découle aussi d'un principe constitutionnel, le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Vous avez le principe de l'économie et de l'efficience, parce que les ressources publiques étant des ressources bien protégées, on doit mettre un soin particulier dans leur utilisation. Vous avez le principe de la transparence, et tout à l'heure vous avez parlé de redevabilité, et la redevabilité repose également sur la transparence, parce qu'il faut que les citoyens sachent sur quelle base les marchés sont passés, et tout le processus doit être à la portée de tous les acteurs. Vous avez le principe, donc j'ai dit la transparence, la traçabilité, et vous avez la traçabilité. La traçabilité, c'est-à-dire tous les actes qui sont posés on doit pouvoir les retracer pour situer éventuellement des responsabilités. Le principe de la reconnaissance mutuelle, qui fait que les opérateurs qui viennent d'autres pays, que ce soit de l'espace humain ou ailleurs, puissent faire valoir des documents qu'ils ont pour passer dans notre système. Alors, je vais poser la prochaine question au secrétaire général de la Chambre de commerce, puisque vous avez posé les principes. Aujourd'hui, au niveau des acteurs du secteur privé, est-ce qu'il y a le sentiment que ces principes-là dont on parle sont respectés, ou bien en tout cas, comment on apprécie le respect de ces principes dans le secteur privé? Alors, l'appréciation, c'est selon les cas. Ce que je puis dire à ce niveau, c'est qu'il faut qu'on agisse de part et d'autre pour que ce cadre normatif soit systématiquement respecté. Cela créerait une certaine confiance au niveau des différents acteurs et surtout permettrait aux meilleurs de se faire valoir. Ce serait prétentieux de dire qu'il est insuffisant. Et pourquoi, je le dis, vous savez, on a pour habitude d'être des champions
de réforme institutionnelle. À peine on a créé un cadre, on ne l'a pas usité, on ne l'a pas éprouvé, qu'on se met à penser qu'il faut le changer. Je pense que ce qui devrait être fait, en rappel des dispositions que le représentant de la RMP évoquait, c'est de faire en sorte qu'on s'organise pour que systématiquement, à tout moment, ces dispositions soient respectées. Si elles le sont, je pense que ça pourrait garantir une certaine aisance, un certain confort à l'ensemble des acteurs. C'est peut-être pas facile tout de suite de dire qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon. Je pense qu'a priori il est bon, parce que dès lors qu'il y a une norme, a priori elle est de portée générale, elle ne peut être que bonne. Maintenant le problème qui se pose, c'est est-ce que nous sommes en capacité de la faire respecter. Est-ce que dans la pratique de la norme, les acteurs ils sont concernés, notamment parce qu'il y a les autorités contractantes, mais il y a aussi les soumissionnaires qui sont essentiellement des acteurs du secteur privé. Est-ce que dans la pratique, ils estiment que ces normes sont respectées de manière satisfaisante? Alors, pour ce qui nous remonte, je puis dire oui. Pourquoi? Parce que même quand il y a des écarts, et que quelque part un des concurrents se sent lésé, il y a des possibilités de recours. Et c'est ça le plus important dans mon avis. Et toutes les fois, en tout cas, nous avons suivi un certain nombre de contentieux qui ont été réglés très souvent vraiment au profit des plaignants, si tant est-il que les arguments qu'ils auraient mis en avant sont des arguments qui convainquent et qui ont été portés au niveau de la RMP. En tout cas, personnellement, nous avons vécu des situations de ce type et donc je puis dire que c'est un stratagème qui marche. Vous savez, on est dans une dynamique humaine. Quoi qu'on fasse, il y aurait certainement et inévitablement des slaloms ça et là, mais le plus important c'est qu'une fois qu'on l'aurait constaté, qu'on puisse argumenter et qu'il y ait des voies de recours, quelqu'un tranche pour la justice. Et ça c'est le rôle de la RMP, je pense qu'il y a en tout cas un organe qui s'occupe de la gestion des recours. Au niveau de la ASIA, alors vous les formes de corruption que vous arrivez à voir dans la passation des marchés publics, quelles conséquences elles ont sur le marché lui-même? Je me rappelle très bien, une fois nous avons travaillé sur la fourniture d'un scanner à l'hôpital national de dernière génération. Dans les investigations, nous avons remarqué que ce scanner-là, c'est l'ancêtre des scanners. Au point où les pièces ne sont même plus fabriquées sur le marché international. Donc s'il tombe en panne, c'est à rejeter dans la poubelle. Et ça a été pourtant considéré dans le marché comme étant un marché de pointe, un scanner de pointe. Oui. Donc vous voyez, et surtout là où c'est plus embêtant, c'est plus pernicieux, c'est surtout dans la santé. Dans le domaine de la santé. C'est un domaine quand même très sensible. Un domaine très sensible où souvent l'État commande ou a besoin de matériel qui peut, comme celui qui dit, ou bien des produits, des vaccins, souvent. Et vous allez remarquer que les vaccins que l'État a identifiés comme étant, ce n'est pas ce qui a été fourni du tout. Et quand ça s'est découvert, vous en tant que haute autorité de lutte contre la corruption, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, notre pouvoir s'arrête au niveau du rapport, de transmission de rapport. Nous faisons des investigations, nous faisons un rapport et nous envoyons à qui de droit. À partir de ce moment. Alors, qui de droit, selon la loi actuellement, c'est qui? Maintenant, c'est au procureur. Procureur, avec tous les supports donc de vérification qui a envoyé au procureur, mais un autre rapport simplifié et envoyé au président de la République. À partir de ce moment, la LCA a fini son travail, puisque souvent la loi ne permet même pas de suivre, pour voir qu'est-ce qui est devenu notre investigation, qu'est-ce qui est devenu notre. Et c'est justement une des failles de la loi qui va falloir corriger peut-être prochainement. Alors, je pense qu'on aura compris quand même qu'il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport aux questions liées à la corruption. Et justement, j'aimerais aussi avoir le point de vue du président de l'ANLC. Ça fait des années que vous travaillez sur les questions de la corruption
vous dénoncez tout le temps, mais on voit aussi, quand même, malgré tout, la perception de la corruption, je pense que le Niger fait des progrès dans le rapport mondial. S'agissant des marchés publics, vous, qu'est-ce que vous voyez comme impact négatif lié à la corruption, en tout cas lié, de manière générale, au respect des principes? La question des marchés publics, dans notre conception des choses, au niveau de transparence internationale, c'est le poumon de la démocratie. Quand ça fonctionne bien, la démocratie respire bien. Tous les principes démocratiques sont concentrés dans les marchés publics. L'égalité des citoyens, l'égalité des chances des citoyens, les principes de justice et la liberté. Justice, liberté et égalité sont des principes fondateurs de la démocratie. Quand ça marche très bien, eh bien, la démocratie fonctionne très bien. Donc, en principe, est une chose et la pratique, c'en est une autre. Le marché public, c'est aussi le lieu de la grande corruption. Le marché public, c'est le lieu de toutes les transactions nationales et internationales. Vous savez, toutes les conventions de lutte contre la corruption étaient au départ, n'est-ce pas, branchées sur les principes de transactions nationales et internationales. Et c'est ce qui est arrivé un peu partout. Dans tous les pays du monde, les marchés publics sont exposés à des pratiques corruptives. Chez nous, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri dans la pratique. Dans la pratique, vous avez, comme il a dit, le coût social de la corruption. Une école qui doit être construite à tel montant, dans telles conditions, eh bien, on l'a construite dans des conditions douteuses parce que les marchés ont été passés autrement. Avec les financements des partis politiques et des campagnes des candidats aux élections, ça a une grande influence sur les marchés publics. Et cette école s'effondre sur les enfants et les meurt. Ou une route qui doit être construite pour 10 ans, elle est faite 2 ans après, elle est dégradée. Pourtant, on a passé les marchés apparemment dans les normes. On a respecté les normes, mais dans la pratique, il y a rupture d'égalité des citoyens devant la loi et devant le marché public. Il y a, si vous voulez, il y a une concurrence déloyale. Parce que dans la pratique, évidemment, tous les marchés dits bien, sans exception, n'inspirent pas confiance aux citoyens. Ils n'inspirent pas confiance aux citoyens parce que les citoyens estiment que quelque part, il y a des commissions. Quelque part, il y a la corruption. Et c'est justement parce que les marchés publics sont le lieu de la grande corruption et que les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter dans la pratique et dans les principes, les grands principes qui régissent la vie, n'est-ce pas, des marchés publics. Évidemment, c'est parce qu'il y a cela qu'il y a crise de confiance avec les citoyens, qu'il y a crise de confiance pour les marchés publics, et ce qui fait qu'on ne croit pas au marché de l'État, même si les normes sont respectées. Parce que la pratique, c'en est une autre. Et tout ce que nous faisons au niveau de la lutte contre la corruption, nous nous référons d'abord à la grande corruption. La grande corruption, c'est elle qui alimente la petite corruption. C'est elle qui facilite la petite corruption. Parce que ceux qui font la grande corruption sont des personnes politiquement exposées, sont des personnes qui ont la charge de la gouvernance publique, sont des personnes qui sont chargées de conduire les affaires de l'État. Et les conséquences, c'est quoi? En réalité, c'est l'effondrement de l'État. Quand les marchés publics ne marchent pas bien, l'État s'effondre. Ah oui, parce que je me souviens qu'une année, c'était à une assemblée générale de la Chambre de commerce, où les opérateurs économiques se plaignaient de la dette intérieure, en disant, mais nous avons exécuté des marchés, ça fait 4 ans que nous ne sommes pas payés. Est-ce que des situations comme ça aussi, où, au-delà de comment le marché a été attribué, les conditions de son exécution ne sont pas optimales, est-ce que ça ne crée pas aussi des déficits de qualité? Qu'est-ce qu'on pense au niveau de la Chambre de commerce? Absolument, monsieur Seydou. Ce que vous venez de dire est une vérité, malheureusement, on constate sur le terrain. Pour rester dans la logique de l'entame de mes propos, je disais vraiment tout à l'heure qu'on avait un encadrement fort bien réfléchi et qui permet normalement de respecter les différents principes qui ont été évoqués ça et là. Et que si on avait des recours, qu'on pouvait les faire,
dans les mêmes formes. Donc à ce niveau, je pense que c'est quelque chose qu'il faut positiver. Maintenant, il se trouve que la question que vous me posez, effectivement, crée malheureusement un état très inconfortable au niveau des opérateurs économiques privés, s'entend, tous ceux qui sont lancés sur la conquête des marchés publics ont, pour une bonne part, s'ils n'ont pas mis la clé sous le paillasson, arrivent vraiment à s'en sortir très difficilement. Du fait qu'ils ont pris des engagements auprès des institutions bancaires, ou même si c'est auprès d'autres personnes, c'est quand même des engagements, et qui, à la signature du contrat, leur permettait de pouvoir les honorer sur un horizon temporel donné. Mais il se trouve qu'à ce niveau, malheureusement, on constate que des années après, de longues années après, rien n'est fait à ce niveau. Ça pose certainement la question de la pertinence de la dépense publique et surtout de l'opportunité de la dépense publique. De mon avis, c'est à ce niveau que ça devrait se jouer. C'est pour ça que j'ai dit quelque part, c'est que les Asiatiques nous enseignent, c'est de ne pas maudire la pénombre, que chacun essaie d'allumer sa bougie. C'est trop facile de jeter l'anathème. Mais je pense qu'il y a une remise en cause au niveau de l'ensemble de la marche globale, qu'ils soient acteurs privés comme acteurs publics. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu à la limite même pour eux. Vous avez des privés qui vont au public comme des publics qui vont au privé. Je trouve que ça n'est pas mauvais qu'on ait cet échange-là qui pourrait être capitalisé si vraiment il y a l'intelligence commune. Donc, de mon avis, il faut que tous les acteurs, dans le cadre d'une gouvernance qui soit la meilleure, il faut qu'on accepte de part et d'autre cette remise en cause. En tout cas, nos textes sont très bons en général. La pratique, c'est autre chose. Voilà. Mais pour aller encore un peu plus loin dans cet échange, le marché public découle, débouche sur la livraison des biens et services qui deviennent des biens publics. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est la question de la sacralité des biens publics. On voit quand même, malgré les difficultés, malgré tout, quand l'État investit, ce n'est pas parce que l'État a investi que le bien public est forcément respecté par nous tous, citoyens du Niger. À la fois dans le service public, aujourd'hui, quand on va dans nos services publics, ou même, malheureusement on n'a pas de vidéo ici, mais on a collecté des images où on voit par exemple des véhicules de l'État chargés de bois le dimanche, ou bien dans des foyers. Bon, on sait ce qui se passe avec les jeunes. Dès qu'il y a des troubles dans la ville, on casse tout. Et on sait aussi comment sont utilisés même le matériel qui est fourni dans les administrations. Est-ce que tout cela n'est pas aussi un problème où il faut changer les mentalités? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que chaque citoyen soit conscient de la sacralité du bien public? Monsieur le vice-président. En fait, les biens publics appartiennent aux collectivités. Et nous avons le devoir, en tout cas, de les protéger, de les utiliser à bon escient. Malheureusement, effectivement, comme vous le dites, on constate encore en 2021 ces genres de pratiques où les gens se permettent d'utiliser les biens publics comme leurs biens propres, leurs propres biens, et qu'ils l'utilisent vraiment dans des situations souvent qui n'ont rien à voir avec le service public. Non seulement qui n'ont rien à voir, mais immorales. Immorales. On a l'habitude de voir des véhicules de l'État dans des lieux inadaptés. Et ça, ma foi, je crois que ça frise, en tout cas, la question de la moralité. Je pense que il appartient à l'État, toujours, avec ses forces publiques, avec sa capacité, puisque ce n'est pas pour rien que l'État est entouré et a ces garde-fous, c'est pour faire en sorte que ces choses-là soient respectées. Si, par exemple, par rapport jusqu'à présent aux manifestants qui sortent pour casser, on n'a pas encore la possibilité d'encadrer ça, mais au moins dans les services publics, je crois que l'État a le devoir de le faire.
je crois que les biens publics... Mais comment ça doit être fait? Parce que chaque fois on dit l'État doit le faire, mais l'État ne le fait pas. Comment Quand on le j'ai fait? dit que l'État a la force publique, justement c'est pour l'utiliser. Il n'y a pas mille solutions. Hein. La sensibilisation là, nous chez nous au Niger, on parle toujours de sensibilisation, mais ça ne porte pas. Hein. Et là c'est limite. Ça ne porte pas, parce que si ça portait, aujourd'hui avec les milliers d'ateliers, des séminaires, qu'on a eu à faire, on doit être aujourd'hui au bout de ce problème-là. Mais chaque fois, les choses, le fait que ça attisé comme si on met de l'huile dans le feu. Les gens ne comprennent pas ce langage. C'est un langage inapproprié au Nigérien. En fait, ça me fait mal de le dire, mais le seul langage que le Nigérien comprend, c'est le bâton. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser quand il le faut. La politique de la carotte, du bâton et de la carotte, c'est encore d'actualité. Il va falloir que les Nigériens, qu'on les mette au pas, parce que malheureusement, c'est ça. Et regardez l'exemple. Je prends juste un exemple pour illustrer ce que j'ai dit. Vous vous rappelez lorsque les gens dans les rues garent comme ils veulent. Ouais. Et on a commencé à mettre les sabots. Et quand la police municipale a eu l'idée comme ça, je ne sais pas comment, à mettre des sabots dans des trucs, parce que là, pour enlever le sabot, il faut que tu payes 5 ou 10 000 francs. Ça a cessé. Tu réfléchis 1000 fois avant de garer. Et l'exemple récent, il y a la ceinture, le port de la ceinture. Et l'exemple récent, c'est la ceinture. Oui, tu as vu comment en un coup d'œil parce que tu payes. C'est ça. Alors, M. Wada, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'ici, nous avons un problème de fond, c'est la culture de la citoyenneté. Okay. Nous sommes, pour la plupart des habitants, hein, nous ne sommes pas véritablement des citoyens. Le rapport à l'État n'est pas un rapport de citoyenneté et de respect de la chose publique. C'est ça qui doit régir notre comportement. Alors, il nous faut nécessairement avoir la culture de la citoyenneté. En quoi faisant? Il faut éduquer les gens. Il faut sensibiliser les gens. Moi, je dirais, je suis acteur de la société civile, je dirais qu'il faut sensibiliser. Il faut régulièrement éduquer les gens à la citoyenneté. Tant qu'on n'est pas citoyen, évidemment... Quelle est aujourd'hui la meilleure façon d'éduquer les gens à la citoyenneté et d'avoir des résultats? Parce que ça aussi, ça se dit depuis des années. Deux niveaux. Le premier niveau, c'est les jeunes esprits. À l'école, il faut le faire nécessairement. Il ne faut pas dire qu'on va faire ou on fait semblant juste pour avoir des notes. Il faut faire un travail rigoureux à l'école pour que ça soit imprimé dans les chambres de pensée des enfants, de nos enfants. Deuxième chose, pour les adultes, il faut des émissions régulières. La télévision ne fait pas ce genre d'émissions. Il faut des émissions à la radio, des émissions à la télévision et même d'autres modes de communication. Je ne sais pas si c'est encore en cours. Les radioclubs. C'est un travail de proximité qu'on fait auprès des populations. Je pense que tout ça, là, on doit le faire nécessairement et régulièrement. Deuxième chose, je les rejoins, il faut nécessairement punir, surveiller et punir. Alors, je vais prendre aussi le point de vue du SE de la Chambre de commerce, qui était aussi un acteur public quand même, qui était au gouvernement, qui a servi l'État pendant plusieurs années. Bon, en utilisant ces deux casquettes, comment vous voyez vraiment les solutions à apporter pour être plus efficaces? Merci, c'est évidemment les propos qui ont été tenus ont leur pertinence. Et je reste dans ma logique, c'est que tout ce que vous avez évoqué est justement encadré dans notre pays. Que ce soit la gestion des ressources humaines ou la gestion des biens publics, tout est encadré et fort bien encadré. La difficulté que nous avons, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que les uns et les autres acceptent cette remise en cause, c'est que chacun joue le rôle qui lui sied. Tout à l'heure, M. Wada parlait de la formation de nos jeunes enfants à partir de l'école, et il disait pour les adultes de continuer la sensibilisation. J'allais le compléter en disant, en prêchant par l'exemple, le bon exemple. Qu'est-ce qui se passe pour ne pas faire de fixation sur l'exemple que vous avez donné du véhicule? De mon avis, c'est pas faire simpliste, mais un responsable au niveau d'une nation, quand lui-même, il sacralise le bien public, il prend soin du bien public, ça dénonce sur ces autres acteurs. Sur les autres en tout cas, ceux qui sont dans sa sphère avant. C'est clair et net. Mais le principal problème que nous avons, c'est que quand lui-même
dans son comportement, ne crée pas les conditions d'un respect du bien public, il est de toute évidence que les autres vont se dire, puisque le chef lui-même utilise pour ci, pour ça, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Parce que même à ce niveau, c'est des principes qu'il faut qu'on rappelle. Ça n'est pas parce qu'on a un véhicule de fonction qu'il est dédié à faire les charges familiales ou les charges sociales. Même à ce niveau, c'est bien encadré. Dans d'autres pays, on a vu l'exemple. Il y en a une fois sorti du service, le véhicule, même officiel, tant que ce n'est pas un déplacement officiel, n'est pas utilisé. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que les acteurs à tous les niveaux, c'est trop facile de penser qu'il n'y a que X, Y à tel niveau qui devrait faire ci, qui devrait ça. Ça me donne l'occasion, si vous le permettez, de revenir un peu à la question de la corruption. Ça n'est pas pour une contradiction. Tout à l'heure, M. Ouaddar disait que la grande corruption nourrissait la petite. Moi, j'allais penser au contraire. Pourquoi? Il y a quelques années, le LASDEL avait engagé une analyse sur ce qu'ils ont appelé la petite corruption, au niveau des centres de santé, au niveau des écoles, ainsi de suite, que nous avons internalisé culturellement. Aujourd'hui, vous avez votre épouse qui est dans un état de délivrance d'une grossesse. Le premier réflexe entre et elle, c'est d'identifier quelle est la sage-femme de la maternité la plus proche, avec des petits gestes qu'on estime être normaux. Alors que c'est de là le problème est en train de partir chez nous. C'est que, et ça, on l'a internalisé, c'est tout à fait normal. On appelle ça généralement le boro, la bola. C'est de la corruption. Effectivement. Mais on fait la fixation sur ce qui se passe sur 2, 3, 4 millions ou bien un peu plus ailleurs, alors que là, les 100 francs, les 200, les 1000 francs sont également la corruption. C'est que vous ne voyez pas ailleurs. Donc je pense que vraiment... Et ça a un impact aussi sur la vie des citoyens, sur la qualité de vie. Alors l'ARMP, depuis tout à l'heure, on n'a pas entendu. Vous, quel est votre point de vue par rapport à cette question? Moi, je pense que, comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, en réalité, c'est le rapport entre le citoyen et l'État qui est en jeu ici, sur cette question. Le rapport entre le citoyen et l'État. De plus en plus, le citoyen continue à penser que le bien public, ce n'est pas son bien. Or, en réalité, ça appartient à tout le monde, donc ça n'appartient à personne. Et donc, si on doit éduquer, on doit faire en sorte que ce paradigme-là change. Dans beaucoup de pays, ça a été fait. Comment on fait? On agit sur l'éducation civique, sur les jeunes esprits comme et on doit en fait renforcer, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une matière des plus secondaires, c'est une matière à qui il faut attribuer un coefficient important et montrer aux jeunes esprits que, attention, ce bien-là, le bien public, c'est votre propre bien. Et je prends juste un exemple, il y a un pays qui est de plus en plus cité en Afrique, et là-bas, il y a ce qu'ils appellent les marchés communautaires. Le marché communautaire, c'est quoi? On veut faire, par exemple, une rue pavée. On n'ira pas demander à une entreprise d'amener le pavé. On va demander aux occupants, aux populations de la commune, d'amener les pierres, tous les ingrédients qui doivent contribuer à la construction de cette rue pavée. Ça fait quoi? Ça fait un lien entre cet ouvrage et ces populations. De même, quelle que soit la manifestation, vous ne verrez pas des biens qui ont été construits avec l'effort de ces populations, les mêmes populations revenues pour les détruire. Donc, il faut qu'on agisse, à mon avis, d'abord au niveau de notre jeunesse, avant d'aller à la pédagogie de l'exemple. Le grand chef, c'est lui, effectivement, qui doit donner l'exemple dans une entité publique. J'ai un exemple qui m'est resté pendant longtemps, un citoyen, un ministre de la République de ce pays, je ne citerai pas son nom, mais quand il vient au service, il vient dans son véhicule personnel. Quand il a une activité, va au conseil des ministres, il utilise le véhicule de l'État. En fin de journée, il laisse le véhicule de l'État. Il rentre chez lui. Mais tout le ministère a remarqué, mais monsieur, mais il n'a pas besoin de cette voiture noire, luxueuse et tout. Mais à travers ce genre de comportement, celui qui agit sous les ordres de ce ministre
va répliquer la même chose, et ainsi de suite. J'aimerais juste, avant de finir, demander à la RMP, je sais qu'il y a normalement le code des marchés publics qui est en réforme, n'est-ce pas? Ou bien c'est fini déjà? Non, c'est pas fini. Quelles sont les réformes clés, les mesures clés que vous comptez introduire par rapport au marché public? Il y a effectivement un chantier actuellement de révision du code qui date de 2016. C'est parti de l'idée que, vous savez, chaque année, l'ARMP fait des audits sur le marché pour jauger de la bonne santé du système. Et l'ARMP fait aussi des sessions de formation, des retours de formation et les éléments de ces audits-là, et aussi les échanges avec les acteurs clés qui sont sur les marchés, notamment les contrôleurs, les directeurs des marchés publics dans les ministères, ont montré qu'il y a quelques failles qu'il faudrait corriger. Principalement, il y a certaines notions qui ont des contours flous. Et donc ces notions-là ont été désormais précisées. Comme quoi? Comme par exemple la notion même de personne responsable des marchés. Vous savez, dans le cadre d'un ministère par exemple, on dit c'est le secrétaire général du ministère qui est la personne responsable du marché. Alors que le ministre lui dit non mais attendez, moi, je suis le premier responsable ici, comment est-ce que quelqu'un peut être responsable puisque, donc ça crée beaucoup de tiraillements. Sur certaines notions, même en marché public, marché de clientèle, les accords cadres, qu'est-ce qu'on comprend? Parce que dans le code, c'est des termes qu'on a utilisés sans donner des détails précis sur la façon dont... Donc ça fait sujet à interprétation. Voilà, ça laisse vraiment une place, une grande place pour l'interprétation, et ça désoriente parce que vous savez que le code du marché public, c'est un outil de travail. Il faut avoir le maximum de précision. Donc il y a des notions comme ça qu'on a dans le projet, elles sont nombreuses, je ne veux pas m'attarder là-dessus, elles sont nombreuses qui ont été précisées. Mais l'autre principal, l'autre axe de révision, c'était de ramener le décret qui porte sur les acquisitions des forces de défense et de sécurité dans le sillage du code. Vous savez, au Niger, nous avons fait cette option d'avoir un décret pour les acquisitions des forces de défense et de sécurité. Et ça crée un angle mort, de telle sorte que systématiquement, même ce qui n'a rien à voir avec le secret, les gens utilisent le décret là, parce que bon, là-bas c'est les ententes directes, etc., etc. On achète des godasses, ça devient... Voilà, maintenant, or maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené ça dans le sillage même du même code. On a un code qui s'applique à toutes les acquisitions, mais on a aménagé la particularité en tenant compte du fait que là-bas il y a secret. Donc, les mêmes mesures qu'il y avait dans l'autre décret là, on les a reversées dans le projet, en faisant aussi, en mettant beaucoup de garde-fous, parce qu'on a vu à travers la récente actualité sur les marchés, on a vu que ce qui est arrivé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de mesures d'encadrement en termes de contrôle, les organes de contrôle dans la phase de passation du marché. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est important. Et puis on est allé sur des notions sur la dématérialisation des marchés publics, parce que nous estimons que pour qu'on parvienne un jour à lutter contre la corruption dans les marchés publics, il faut qu'on arrive à un système totalement dématérialisé, où il n'y a plus le contact humain qui... Et ça, M. Wendoma va être d'accord avec vous, parce qu'à un moment, il citait l'exemple du Rwanda, ce qui faisait dans ces domaines. Donc ce sont des dimensions comme ça qu'on a, sur lesquelles on a mis beaucoup l'accent et précisé pour toujours arriver à un système plus performant. Mais bien évidemment, on compte sur la sensibilisation, l'éducation. Est-ce que dans ces réformes, vous avez échangé avec, par exemple, le secteur privé? Parce que je pense que quand il s'agit de marché public, l'autre acteur important quand même, c'est aussi le secteur privé. Est-ce que la Chambre a eu un regard sur ces réformes-là? Je veux d'abord compléter. En fait, la démarche, elle est participative. Et la réforme, elle est suscitée d'ailleurs par le secteur privé. D'ailleurs, j'oublie de mentionner qu'on a fait une place importante sur les acquisitions des PME, l'ouverture des PME au marché public. Et ça, c'était une revendication, une recommandation du secteur privé qui voit qu'il y a des entreprises qu'on peut créer. On a aujourd'hui la maison de l'entreprise, on peut créer une entreprise en un temps record, mais pour pouvoir postuler à des marchés
même de faible dimension, il n'y a pas la possibilité, elle est carrément réduite. Donc, on a pris en compte l'aspect, les recommandations du secteur privé. Et comme c'est une démarche participative, il n'y avait pas que le secteur privé, il y avait tous les acteurs. Vous avez la société civile, tout ce beau monde-là. Et on a fait un atelier de validation, un atelier national de validation où on a invité tous ces acteurs-là pour venir apporter leur contribution. Ok, monsieur le Sénateur. Merci, monsieur le Sénateur. Je voulais revenir sur la question du civisme là, pour dire que, comme vous le savez, et ça c'est vraiment un principe classique au niveau de la Chambre de commerce, une des attentes des pouvoirs publics, parce que n'oublions pas que c'est un établissement public, interface entre le privé et le public, extrêmement important, c'est de faire en sorte qu'effectivement qu'on inculque cette culture du civisme dans toutes les activités que la Chambre mène, dans tous les forats, toutes les rencontres, on profite pour le rappeler, parce que c'est les attentes que nos concitoyens ont du secteur public, au moins cela. Évidemment, le corollaire, c'est de faire en sorte que nous vulgarisions la gouvernance, la bonne, au niveau des activités que nos structures mènent, que ce soit les entreprises ou les industries. Et je crois que des efforts ont été faits à ce niveau. Évidemment que la Chambre, à ce niveau, elle reste ouverte pour toutes les initiatives qui vont lui permettre, parce que plus il y a de la traçabilité, il y a de la bonne gouvernance dans le tissu économique, mieux ça vaut le secteur privé. Ça, c'est une évidence. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Et j'espère que nos téléspectateurs vont tirer un très bon profit de cet échange et que, à travers l'échange, on comprend aussi que chacun d'entre nous a une responsabilité dans l'amélioration de la gouvernance du Niger, quelle qu'en soit la position qu'on occupe de la société. Et cela est important. Donc, il faut aussi qu'on agisse pour ça tous les jours.